Europe 1. Dans la presse, ce matin, tout commence par une porte qui devait rester fermée. Derrière, Bercy conserve nos revenus, notre adresse, notre situation familiale. Toute une vie rangée dans des fichiers. Pourtant, l'accès compromis d'un seul agent a suffi pour entrouvrir le coffre. Dans Le Figaro, Ingrid Vergara décrit une maison fatiguée, des logiciels vieillissants, des systèmes empilés, des droits d'accès trop larges. Une fois dans le couloir de Bercy, les pirates ont sans difficulté trouvé des portes grandes ouvertes. Et l'administration, je ne s'est aperçue de rien. Non, pas tout de suite. L'administration avait fini, par bloquer le compte compromis, mais sans voir les données partir. Et il a fallu attendre le 12 août et la revendication des pirates pour mesurer le cambriolage. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, s'est excusé hier, mais les Échos résument ce matin l'impasse. Le gouvernement peine à déminer la crise. On peut changer les serrures, la confiance ne se réinstalle pas avec une simple mise à jour. Et la confiance manque aussi dans les comptes de l'État. Marc Vigneault prévient ce matin dans l'Opinion. Sans effort, les dépenses pourraient augmenter de près de 60 milliards l'an prochain et le déficit remonterait alors à 5,9% du PIB. En résumé, Bercy peine à protéger nos données et à faire correctement les comptes. Et c'est dans ce décor que commence la présidentielle. Une campagne où l'on promettra beaucoup, mais où il faudra compter chaque chaise. Le Figaro raconte les économies forcées des candidats, car le montant plafond des dépenses pour chaque candidat au premier tour est gelé depuis 2009. Ce montant s'élève à 17 millions d'euros. Mais entre 2026 et 2009, les coûts ont flambé. Ceux qui rêvent de l'Élysée doivent donc faire des concessions. La campagne s'organise donc et les rôles se distribuent. Gérald Darmanin a annoncé son ralliement à Édouard Philippe, mais le Parisien décrit un soutien qui ressemble à un cahier des charges. Être son aiguillon social, le faire renoncer à la retraite à 67 ans et durcir son programme régalien. Autre papier à lire ce matin dans Le Parisien, Gilles Varroquier nous entraîne chez les rêveurs lucides. Ceux qui comprennent durant leur sommeil qu'ils rêvent et qui parviennent à modifier parfois le scénario. Lucie, par exemple, a transformé une bombe prête à exploser en pluie de paillettes. On se réveille autrement, beaucoup plus apaisé. Pour finir, Jacques, un hommage ce matin. Oui, celui qu'Anne Fulda et Léna Luto rendent dans Le Figaro à Mathilde Favier et Nicolas Altmeyer. Ils sont décédés lundi dans une collision avec un camion à Hervaux dans les Deux-Sèvres. Elle avait 57 ans, lui 61 ans. Nicolas Altmeyer dirigeait avec Eric, son frère, Mandarin et compagnie. Il avait notamment lancé Jean Dujardin avec Brice de Nice et OSS 117. Il avait aussi produit 10 films de François Ozon, Patient ou encore Validé. Mathilde Favier, 57 ans, directrice des relations publiques de la Maison Dior, était une grande dame de l'univers de la mode. Sa disparition a provoqué un véritable électrochoc au sein de LVMH, peut-on lire dans Le Figaro. Bernard Arnault, président directeur général du groupe, s'est dit profondément attristé. Elle était une personne hors du commun, qui incarnait si bien la femme Dior, souligne Delphine Arnault, la PDG de Christian Dior Couture. Deux vies exposées, mais deux métiers de l'ombre. Leur talent consistait à faire briller les autres, deux noms rarement écrits en grand sur les affiches ou les vitrines, mais sans lesquels le cinéma et la mode auraient eu moins d'éclat. C'était votre revue de presse. Jacques Serret, Europe 1, il est 8h49. 7h, 9h. Europe 1 matin. Votre rendez-vous de l'été, ça nous a énervé cette année avec vous, Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Ça nous a énervé cette année, le silence de la gauche pour le film L'Abandon au cinéma sur Samuel Paty. Oui, où était la gauche pour mettre en avant le film L'Abandon, sorti au mois de mai au cinéma, un film qui met en scène les 11 derniers jours de Samuel Paty. Le professeur d'histoire-géographie a été tué, décapité par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020 devant son collège pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. J'ai jamais rêvé d'être un héros. Mais que mes cours éveillent une vocation, ça oui, j'avoue que j'en ai rêvé. Et l'avocat Thibault de Montbrial avait prévenu sur CNews lors d'un débat présenté au mois de mai par Gauthier Lebret. Vous avez face à l'islamisme les naïfs, les idiots utiles et les collabos. Les collabos, ils sont à la gauche de la gauche. Thibault de Montbrial cité notamment pour les collabos, ces streamers aux centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux présents au Festival de Cannes et qui ont eu ces mots abjects sur le film.